Nous entendons maintenant Madame Vanessa Perret, directrice générale de l'Agence de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, la GRASC, et Madame Sylvie Marchelli, sous-directrice opérationnelle de la GRASC. Mesdames, nous avons sollicité car nos auditions ont maintes fois souligné l'importance et la difficulté aussi de la saisie des actifs liés au blanchiment et à la criminalité organisée. Nous avons notamment été alertés sur la difficulté à saisir les cryptoactifs dans leur diversité, mais le problème semble ne pas se limiter aux nouveaux instruments financiers. Nous souhaitons donc en savoir plus. Je vais vous passer la parole. Auparavant, je vous rappelle que cette audition sera diffusée en direct sur le site internet du Sénat, qu'elle fera également l'objet d'un compte-rendu publié. Pour la forme, sachez qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête serait passible des peines prévues aux articles 434-13, 434-14 et 434-15 du Code pénal. Et donc, je vais vous inviter à prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Madame Perret, si vous voulez bien lever la main droite et dire « je le jure ». Je vous remercie. Madame Marchelli. Merci beaucoup. Mesdames, je vous laisse donc quelques minutes de présentation liminaire. Et puis après, nous vous poserons des questions avec Madame la rapporteure et les commissaires présents. Merci. Vous avez la parole. Très bien, merci beaucoup. Je vais faire une présentation rapide de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, dont effectivement je suis la directrice générale. Et puis je vais essayer de coller aux questions que vous avez eu la gentillesse de me faire passer en avant pour y répondre. Et puis ensuite, bien sûr, on répondra à toutes les questions utiles. Pour présenter très rapidement la GRASC, donc l'acronyme de cette agence, donc est un établissement public sous tutelle du ministère de la Justice et du ministère des Comptes publics, pour la double raison que cette mission s'apparente bien sûr à d'abord l'exécution des décisions de justice et puis le recouvrement des sommes qui vont directement dans les caisses de l'État. C'est un établissement public qui a été créé en 2010 avec 10 personnes au départ. Nous sommes 86 aujourd'hui, donc avec une expansion très importante de ses effectifs et de son activité, dont les missions principales sont classiquement la gestion et la vente des biens meubles, immeubles et de tous les avoirs saisis et confisqués, donc l'exécution des décisions de saisie et de confiscation, mais aussi, et c'est sans doute important, l'aide et l'assistance et la formation des enquêteurs, des magistrats dans le domaine des saisies et des confiscations. Autre mission très importante de l'agence qui se développe de plus en plus également, c'est l'indemnisation des parties civiles que nous faisons sur l'assiette des biens confisqués, et puis l'information aussi aux créanciers publics et sociaux avant notamment d'exécuter les décisions de saisie et de non-confiscation afin qu'ils recouvrent parfois leurs créances. Nouvelle mission depuis 2021, l'agence affecte différents biens à différentes administrations avec des bénéficiaires qui s'étendent de plus en plus au gré des lois depuis la création de l'agence et qui nous permettent donc de diversifier nos missions en vendant les biens qui sont saisis et confisqués, mais aussi en les affectant aux différents services de l'État qui luttent contre la criminalité, ce qui en fait quelque chose de très intéressant. Et puis, possibilité aussi, depuis 2021, d'affecter socialement des biens immobiliers à des associations et des fondations d'utilité publique, notamment des associations de victimes, qui donc permet là encore d'aider ceux qui luttent contre la criminalité organisée, notamment financière ou plus générale. Pour vous donner quelques données chiffrées des saisies et des confiscations, l'année dernière, en 2024, les enquêteurs et les juridictions ont saisi plus de 1,3 milliard d'euros dans les différentes juridictions françaises. Et il y a eu 255 millions de confiscations qui ont été exécutées et versées au budget général de l'État ou à la MILDECA, qui est donc la mission interministérielle de lutte contre les drogues pour tout ce qui est trafic de stupéfiants, ou aux victimes pour 12 millions d'euros, ou pour des associations de lutte contre le proxénétisme pour 3 millions d'euros. L'agence donc a énormément progressé dans ces chiffres grâce évidemment aux juridictions. En matière immobilière, l'année dernière, nous avons vendu 217 immeubles pour 136 millions d'euros et plus de 7000 biens meubles pour des enchères de 17 millions d'euros. Donc une agence en expansion, tant dans ses effectifs que ses missions, avec un rôle de plus en plus important, notamment d'aide et de formation aux juridictions, mais j'y reviendrai,
puisque c'était notamment l'une de vos questions, et avec une reconnaissance par les juridictions qui est de plus en plus importante et à laquelle, bien sûr, on s'emploie. Vous nous avez demandé lors de votre questionnaire de détailler les procédures de saisie, de confiscation, pour sans doute les distinguer des procédures de gel des avoirs, notamment administratives, qui ont été mises en place, notamment pour la dernière, dans le cadre de la loi narcotrafic. Donc la saisie pénale, classiquement, c'est rendre le bien juridiquement indisponible, en général au début de l'enquête. Là où elle se distingue du gel des avoirs, notamment administratif, qui est prévu dans la loi, c'est que le gel, on gèle le compte, alors que la saisie, c'est transféré sur le compte de la grâce, que les sommes d'argent notamment sont transférées. Et puis la confiscation, classiquement, c'est ce qui est prononcé par une juridiction pénale, c'est-à-dire ce qui consiste à priver l'auteur de son bien pour le transférer et en transférer la propriété à l'État, avec évidemment une peine complémentaire qui est de plus en plus importante. Donc la façon dont nous gérons les biens à la grâce, qui est assez classique, toutes les sommes saisies sont transférées sur le compte de la Caisse des dépôts et consignations de la grâce, sauf les instruments financiers et les créances d'assurance vie qui restent gelés dans les établissements bancaires. Une fois confisqués, on s'assure d'une procédure de rapatriement. Les biens meubles corporels, nous les vendons, soit avant jugement, soit après jugement. Et les biens immobiliers, nous les gérons à partir du moment où ils sont confisqués, non pas au moment de la saisie où ils restent à la disposition de la personne qui est responsable de son entretien et de sa conservation, mais ils vont être gérés par la GRASC une fois que la décision de confiscation est prise. Ça, ce sont les missions extrêmement générales de la GRASC. Vous nous avez posé la question de savoir quels étaient nos principaux défis et difficultés que vous avez évoqués, Monsieur le Président, en liminaire de vos propos introductifs. J'ai pas envie de parler de difficultés de la grâce, parce que la grâce, qui est un établissement public qui objectivement prend de l'essor, prend du corps et a des moyens pour fonctionner et a une gestion qui est plutôt saine. Je le dis d'autant plus que je suis directrice générale depuis 1 an et que donc ce sont bien sûr mes prédécesseurs qui ont beaucoup participé à ça. Néanmoins, les principaux défis et difficultés auxquels la grâce est confrontée sont partagés avec ce qui a pu sans doute vous être dit lors de votre commission par les enquêteurs et les magistrats. Les premiers, sans doute, sont des freins à la capacité d'exécution des saisies et des confiscations pour plusieurs raisons. La première, c'est le manque chronique de moyens enquêteurs et magistrats sur l'aspect patrimonial des procédures pénales, qui va objectivement réduire le nombre des saisies et des confiscations, avec une spécificité et une spécialité peut-être des enquêteurs qui manquent et qui du coup cause cet état de fait, en empêchant parfois de se consacrer à l'enquête patrimoniale et en se concentrant parfois, notamment dans les infractions liées au narcotrafic, aux produits, au démantèlement des réseaux et moins à l'enquête patrimoniale. Deuxième frein, sans doute la durée des procédures judiciaires, bien sûr, ce qui creuse d'ailleurs l'écart entre le nombre de saisies et le nombre de confiscations. J'ai évoqué tout à l'heure 1,3 milliard de saisies, 255 millions de confiscations. Le delta s'expliquant d'abord par la longueur des procédures. Chaque année, la grâce comptabilise qu'il y a de plus en plus de saisies, donc chaque année, on augmente aussi les confiscations, mais dans une mesure qui n'est pas tout à fait la même. Et puis, le prononcé et l'effectivité aussi des peines de confiscation qui demeurent bien sûr dépendants des décisions de magistrats, puis des diligences d'exécution des greffes qui ne sont pas toujours au rendez-vous parfois et qui font que la peine de confiscation est soit pour des raisons juridiques, soit d'opportunité, pas nécessairement prononcée, soit par manque de formation aussi parfois, sans doute, et qu'ensuite les décisions doivent être exécutées dans des bonnes conditions. Concernant les biens meubles, les défis de la GRASC sont aussi, ça concerne moi votre commission, mais c'est une importance pour la GRASC, de permettre notamment d'économiser des frais de justice, ce qui est très important. 40 millions de frais de justice l'année dernière de gardiennage des véhicules. Pour les juridictions nationales, il est bien évident que nous permettons, en aidant les juridictions à trier notamment les scellés
et en permettant de les vendre avant jugement ou de les affecter, de faire diminuer d'autant les frais de justice et de gardiennage qui sont très importants dans les juridictions françaises et qui sont donc un des défis pour le coup de notre agence, au-delà bien sûr de la lutte contre la criminalité financière et la criminalité organisée. Une difficulté peut-être qu'on peut mettre en exergue aussi, qui va avec la lenteur des procédures judiciaires, c'est l'impossibilité de vendre des biens assez rapidement dans la mesure où le caractère suspensif de l'appel nous empêche de vendre immédiatement et nous devons attendre les très nombreux recours. Concernant les actifs numériques dont vous avez parlé aussi, Monsieur le Président, en propos liminaire, les actifs numériques sont apparus en 2009, donc avec la création du Bitcoin, et la première saisie pénale de crypto-monnaies, qui étaient des bitcoins, par des magistrats en France, est intervenue en 2014. Donc on est quand même assez précurseur sur ce point. L'Agrasc gère de manière centralisée l'intégralité des saisies et confiscations des bitcoins, c'est-à-dire que à chaque fois qu'un enquêteur et un magistrat saisissent des cryptoactifs, clairement, l'agence donne une adresse et c'est nous qui allons centraliser la gestion des cryptoactifs qui sont saisis et confisqués. Donc, en clair, les cryptos sont transférés du portefeuille du mis en cause, enfin du wallet du mis en cause, au wallet de l'Agrasc. Voilà, exactement. Les cryptoactifs, les saisies sont sans doute encore à se multiplier, c'est une certitude, au vu du nombre sans doute qu'il y a. Elles sont néanmoins en constante augmentation, bien sûr, depuis 2014 et depuis des années. Et elles sont, nous l'avons remarqué, de plus en plus diversifiées, c'est-à-dire qu'au départ, les cryptoactifs étaient saisis principalement dans les dossiers de cybercriminalité, notamment d'atteinte au système de traitement des données. Ça s'est beaucoup diversifié dans les 3 dernières années, notamment sur les stupes, notamment sur les escroqueries, et notamment sur même tout ce qui est travail dissimulé ou fraude fiscale. Donc, la saisie des actifs numériques augmente. Nous essayons bien sûr d'aider par des formations avec les services enquêteurs dédiés à expliciter ces saisies et ces identifications, surtout lors des perquisitions. Mais en tout cas, l'augmentation est assez drastique, même si les difficultés qu'on peut noter sont d'abord des difficultés techniques qui sont intrinsèques en fait au fonctionnement de la blockchain. Et ensuite, le fait bien sûr que les plateformes d'achat ou d'échange de crypto-monnaies établissent souvent leur siège dans des étapes qu'on peut appeler peu coopérants, ce qui ne facilite pas nécessairement l'entraide et le gel de ces actifs. En tous les cas, une première loi a nettement amélioré la saisie de ces cryptoactifs, c'est celle de la loi d'orientation de programmation du ministère de l'Intérieur en 2023, qui a permis notamment la saisie des actifs numériques par des officiers de police judiciaire et non plus uniquement par des magistrats. Ce qui nous a permis, du coup, aujourd'hui, d'avoir un portefeuille de 90 millions d'euros d'actifs numériques qui ont été saisis depuis 2014. Alors, le chiffre que je vous donne est l'évaluation du cours des actifs numériques réalisés au jour de la saisie, bien évidemment, au vu de l'énorme variation quotidienne, même chaque seconde, des cryptoactifs. Nous avions 90 millions il y a quelques mois. Là, nous n'en avons plus que 60 parce qu'on a dû restituer 30 millions qui n'avaient pas été confisqués. Donc, c'est assez fluctuant. L'Agrasc a en gestion environ 300 types d'actifs numériques. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'en 2024, pour vous montrer la progression, les magistrats français ont saisi dans 70 procédures des actifs numériques et on a eu une augmentation de 46% par rapport à 2023, puisque 48 dossiers en 23 avaient donné lieu à des saisies d'actifs numériques. Depuis cette année, nous avons un marché public avec la Caisse des dépôts et consignations pour leur transférer la conservation des actifs numériques qui ne sont plus conservés à l'Agrasc, mais à la Caisse des dépôts et consignations avec plusieurs comptes en fonction de la devise qui sont donc gérés là-bas. Donc en fait, les enquêteurs transfèrent sur le portefeuille de l'Agrasc qui transfère à la Caisse des dépôts et consignations les actifs numériques et qui sont donc conservés là-bas. Donc voilà les éléments que je peux vous donner en matière de crypto-actifs. Sur les mécanismes peut-être de coopération qui existent entre...
On a une question de Mme la rapporteure sur les cryptoactifs, donc tant qu'on est sur le sujet. Voilà, parce que comme vous avez le questionnaire, peut-être que mes collègues et moi-même pouvons vous poser des questions au fur et à mesure, ce qui donnera une autre vision de l'audition. Lorsque nous avons été à la fois chez Interpol et Europol, on nous a signalé que 100% des dossiers de criminalité organisée comportaient des cryptoactifs en tout ou partie. Donc ça, c'est un sujet majeur. Est-ce que de ce point de vue, vous pensez qu'il y a une démarche à faire en termes de formation des acteurs de la chaîne, et si oui, quelles sont les priorités de formation? Oui, la réponse est oui, bien évidemment. On a effectivement une nécessité de formation pour l'identification notamment des cryptoactifs, parce qu'on a deux problèmes. Nous, on est plus confrontés à la gestion, à la GRASC. Mais avant de gérer, il faut déjà identifier, et il faut que les enquêteurs parviennent à identifier ces cryptoactifs. Donc, je sais qu'il y a la DNPJ, bien sûr, avec l'office dédié cyber, va faire des formations, a mis des référents réguliers pour aider les enquêteurs à identifier les cryptoactifs, notamment lorsqu'ils se trouvent en perquisition. Nous également, à la GRASC, nous faisons des formations dédiées sur les cryptoactifs, sur l'identification et la gestion. On en a fait 23 cette année dans différents offices, dans différents services de police, de gendarmerie, pour permettre justement de mieux gérer, de mieux identifier ces cryptoactifs. Et c'est bien évidemment un item aussi qu'on met dans toutes nos formations généralistes qu'on va faire les juridictions, dans les commissariats, dans les gendarmeries, parce qu'on sait bien qu'effectivement, c'est totalement l'avenir. On a à la GRASC aussi, et ça c'est très utilisé et c'est en augmentation vraiment drastique cette année, nous avons des magistrats et des enquêteurs qui sont de permanence à la GRASC chaque jour pour aider les enquêteurs et les juridictions lorsqu'ils sont en perquisition, lorsqu'ils ont une question à nous poser sur des saisies et des confiscations. On est au téléphone ou par mail présent pour les aider dans leurs investigations. Et on a énormément de questions sur les cryptoactifs que nous avons dans le cadre de ces permanences-là, qui sont quotidiennes pour nous, avec une augmentation drastique. Donc on fait non seulement des formations de fond, mais on fait aussi de l'aide au quotidien, en amont des enquêtes, donc bien au-delà de la saisie et de la confiscation, pour permettre l'identification et la gestion de ces cryptos. Madame la directrice générale, on m'informe qu'il y a un problème avec votre micro. Ah. Alors, est-ce que vous accepteriez de vous déplacer à gauche de Madame Marchelli pour qu'on puisse bien vous entendre sur la vidéo que diffuse le site du Sénat? Je vous remercie. Navré de cette... Non, il n'y a pas de difficulté. J'espère que c'est mieux. Non, vous étiez dans la formation lorsqu'on vous a interrompu. Vous aviez terminé? Oui, ce que je vous disais, c'est formation plus laissez-moi comprendre. Donc, vous avez une sorte, pour les services, une sorte de numéro vert? Oui, on a une permanence par téléphone ou par mail. On a une adresse mail à la GRASC qui est dédiée à l'assistance des enquêteurs et des juridictions tous les jours. Pour un conseil instantané? Pour un conseil instantané pour les saisies et les confiscations. C'est-à-dire que vous avez clairement un enquêteur qui peut vous appeler lors d'une perquisition et qui demande à un spécialiste de la GRASC, qui est donc un magistrat ou un enquêteur, un gendarme ou un policier, puisqu'on a une agence interministérielle avec des gendarmes, des policiers et des magistrats, qui va lui donner des conseils. On a également des juridictions qui nous envoient des projets de saisie, de confiscation, qu'on peut aider alors bien sûr en toute indépendance ensuite, ils prennent bien la décision qu'ils souhaitent, mais on est là vraiment pour apporter une aide et une assistance. C'est un rôle qui nous est donné par le Code de procédure pénale, qui a été renforcé par le législateur en juin 24, et une mission vraiment qui est une des nôtres et qui est en augmentation vraiment constante. On a fait plus de 7000 assistances cette année. Oh, c'est énorme. Très bien, merci beaucoup. Pour continuer donc les mécanismes de coopération existants entre la GRASC et les autres acteurs nationaux et internationaux de la lutte notamment financière, sur le plan national, notre partenaire privilégié, bien sûr, c'est la PIAC, la plateforme d'identification des avoirs criminels, donc qui s'occupe, comme son nom l'indique, de les identifier,
nous les gérons ensuite. Donc la PIAC aussi va aider les enquêteurs à réaliser les enquêtes patrimoniales, et puis nous ensuite nous nous occuperons de la gestion. Il faut que vous sachiez aussi, au-delà des liens qu'on peut avoir notamment avec les offices centraux, bien sûr, de police judiciaire, on travaille aussi beaucoup concernant la gendarmerie avec la cellule nationale des avoirs criminels, qui a aussi des délocalisations en région qui s'appellent les CERAC, qui s'occupent aussi spécifiquement pour la gendarmerie de tout ce qui est gestion des avoirs criminels, tant leur saisie que leur confiscation que leur affectation, le cas échéant, au service. Parmi nos interlocuteurs privilégiés sont aussi effectivement les groupes interministériels de recherche, les GIR, qui sont en charge des investigations financières et qui font régulièrement d'ailleurs appel à l'assistance de la GRASC pour bénéficier des conseils dont je vous indiquais tout à l'heure qu'ils étaient quotidiens, notamment sur les stratégies patrimoniales ou sur les différentes technicités pour saisir ou confisquer des avoirs. Donc on a fait des formations spécifiques, notamment dans les offices, notamment dans les GIR, qui sont l'occasion pour nous de rappeler le droit des saisies et confiscations, les bonnes pratiques des uns et des autres à diffuser partout au niveau national. Et on le fait d'autant plus que depuis 2021, la GRASC a son siège à Paris, où nous sommes une quarantaine, mais on a aussi 40 personnes qui sont en région, au même niveau que les juridictions interrégionales spécialisées. Donc on a dans 8 antennes. Et donc nous venons régulièrement aider, assister les juridictions qui sont les plus près de chaque antenne, ce qui permet d'avoir une aide et une assistance qui est de plus en plus demandée, et en tout cas qui permet d'avoir une bonne formation sur les saisies et les confiscations. Pardonnez-moi, de nouveau, sur l'information que vous pratiquez, vous pouvez intervenir au niveau des CODAF, par exemple? Oui, aussi. Et est-ce que vous avez des interactions avec les élus? Parce qu'il ne vous a pas échappé qu'ici, on était quand même la Chambre des territoires. Et donc, moi, je trouve que la mission que vous portez, les résultats que vous affichez, la moralité en réutilisant les biens saisis, notamment immobiliers, je pense que ce serait assez intéressant de pouvoir avoir une proximité avec les élus. Alors, dans le cadre d'associations de maires, je vois bien l'usage au niveau départemental ou régional. Je pense que ça pourrait intéresser les gens. Est-ce que vous avez cette interaction-là, ou vous pensez qu'elle peut être complètement inutile, ou est-ce qu'elle peut être intéressante, à condition de ne pas vous faire perdre trop de temps, bien sûr? Non, il n'y a pas de difficulté, mais les interactions sont toujours intéressantes. Après, il faut que vous ayez quand même en tête que la GRASC n'est pas un agent opérationnel. C'est-à-dire que ceux qui sont vraiment en première ligne, ce sont les enquêteurs et les juridictions. Nous ne faisons que gérer. Alors, on a des interactions, notamment avec les élus, alors plutôt nationaux, les parlementaires, les députés, les sénateurs, qui vont aller porter, évidemment, des amendements qui concernent le droit des saisies et confiscations. Là où on a des interactions avec les élus locaux, c'est plus ce que vous mentionnez sur les affectations sociales, notamment d'immeubles. On a la loi de 2024 qui a permis les affectations sociales aux collectivités territoriales, ce qui, à mon sens, est très intéressant parce que du coup, les mairies pourront bénéficier d'immeubles qui sont donc confisqués. Le décret n'a pas encore été signé pour mettre en œuvre cette loi. Le ministre des Comptes publics et le ministre de la Justice doivent le signer très prochainement. En tout cas, il est prêt, il est rédigé. Et par ce biais-là, il est évident que la GRASC a des relations avec des acteurs locaux et les développera de toute façon avec un mécanisme qui est évidemment très intéressant puisqu'utile à la collectivité. Donc c'est plus sur ce plan-là que sur le mécanisme des saisies et confiscations qu'on peut avoir des interactions. Oui, mais je pensais, pardonnez-moi, mais je pensais à l'information globale des élus qui peuvent trouver un intérêt supplémentaire. Parfois, on trouve que la fraude ou que la criminalité paye trop par rapport aux victimes, et je pense que c'est important dans cette deuxième phase du travail que vous avez, notamment de réaffectation ou d'affectation. Je pense que c'est là que j'imaginais une information des élus. Oui. Alors après, nous, on informe beaucoup, on fait de la communication de manière très globale sur ce qu'est le droit de saisie et confiscation et la nécessité.
Et c'est vrai que les relations qu'on a avec les élus, mais qu'on développera nécessairement, sont plus dans le cadre des affectations. La loi narcotrafic a permis l'extension des affectations sociales qui n'étaient possibles pour le moment que pour les immeubles aux biens meubles. Donc, c'est-à-dire que des acteurs locaux vont pouvoir bénéficier effectivement de ces affectations aussi beaucoup plus élargies, ce qui nécessairement fera augmenter nos relations avec les élus. Pour continuer les relations de l'Agrasc avec les différents partenaires et notamment au niveau international, l'Agrasc a évidemment beaucoup de relations avec les pays étrangers pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'en France, on n'est pas si en retard que ça par rapport à d'autres pays sur le mécanisme d'une gestion centralisée des avoirs criminels, puisque même si on est un petit peu derrière nos amis italiens qui ont commencé avec les biens de la mafia, ça date quand même d'il y a 14 ans et qu'il y a beaucoup de pays qui n'ont pas encore ce système. Donc on s'attache vraiment à aller porter la bonne parole et le mécanisme de l'Agrasc dans différents pays étrangers, notamment parce qu'on est bien conscient qu'à partir du moment où on a des homologues similaires, ça fonctionnera beaucoup mieux. Je vous en parle d'autant plus que la semaine dernière, on était avec Sylvie Marchelli aux Émirats Arabes Unis, où la coopération, notamment en termes de criminalité organisée et de délinquance financière, est à améliorer. Et nous étions là-bas pour mettre en place des ateliers avec eux parce qu'ils sont demandeurs de créer une agence de gestion de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. Donc on y est vraiment allé de manière très pratique pour expliciter de manière concrète comment fonctionnait notre agence, tant au niveau organisationnel qu'au niveau des missions qu'on pouvait avoir et des interactions avec les différents partenaires. Et ça, je pense que c'est vraiment porteur et très intéressant parce qu'on ne peut pas de toute façon maintenant vivre sans cette coopération internationale. On fait également partie de nombreux réseaux informels ou plus formels d'entraide judiciaire qui regroupent en fait les bureaux d'identification et de gestion des avoirs criminels. L'année dernière, on a eu la présidence française d'un réseau qui s'appelle Carine, qui est vraiment dédié à ça. Et dans ce cadre, on a permis notamment la mise en place d'un sous-réseau régional, justement pour la région Moyen-Orient, Maghreb, afin d'essayer d'améliorer les mécanismes de coopération judiciaire qui pêchent un peu et qui peuvent nécessairement être améliorés. Donc ça, c'est vraiment un rôle très important de l'Agrasc. On reçoit des délégations et on essaye d'exporter notre modèle pour faire que finalement la culture, en tout cas économique et financière des pays soit identique et qu'on puisse échanger les échanges de la meilleure façon possible. Ce qu'on peut en tout cas dire dans le cadre des mécanismes d'entraide, mais même de manière plus générale pour les saisies et confiscations, c'est que tout de même dans les juridictions françaises, quand elles bénéficient de l'apport d'assistants spécialisés, de juristes assistants, c'est-à-dire d'aide aux magistrats pour notamment ces questions complexes de saisie et confiscation, ça change quand même la différence et on le voit dans les différentes juridictions qui sont plus ou moins armées au droit des saisies et confiscations, au-delà de l'assistance et de la formation qu'on peut bien sûr leur apporter quotidiennement. Donc ça, c'est vraiment une de nos missions et on y est très attaché. Dans les questions que vous nous posiez, vous évoquiez également une audition devant votre commission de Nicolas Bellion, qui est président de l'association LCBFT, qui indiquait donc que notre action pouvait être utile, mais qu'elle n'était pas systématiquement sollicitée. C'est tout à fait vrai. Nous sommes de plus en plus sollicités. Mais peut-être pas suffisamment, c'est ce qu'on essaye de développer. Je vous parlais des formations qu'on organise, je vous parlais des assistances, donc plus de 7000 assistances contre 4000 en 2023, donc il y a vraiment une très grosse augmentation justement de ce numéro vert dont on parlait tout à l'heure. 263 formations l'année dernière pour environ 6800 personnes, donc on essaye vraiment de se déplacer au plus près des juridictions, des enquêteurs, dans les commissariats, dans les gendarmeries, pour permettre de prêcher le droit des saisies et confiscations. On est très aidé par le législateur, puisque vous le savez, l'année dernière, il y a eu une loi à l'initiative du député Eversman qui a été votée en juin 24 sur les saisies et confiscations, qui a été votée à l'unanimité par les assemblées, ce qui montre quand même le consensus important de notre action.
qui a vraiment beaucoup amélioré nos procédures et celles des juridictions, en permettant des affectations plus faciles, en permettant notamment de modifier les procédures pour permettre qu'elles soient un peu plus courtes. Avant, les saisies et confiscations étaient, notamment tout le contentieux était dans les cours d'appel à 3 juges. Maintenant, on peut le faire à juge unique, ce qui va évidemment réduire les délais, même si on a encore du mal à voir tout de suite les répercussions que ce type de modification législative peut avoir. En matière économique et financière aussi, la loi a permis notamment l'élargissement de la confiscation générale du patrimoine à des infractions spécifiquement financières, notamment la corruption, le trafic d'influence, actifs et passifs, ce qui va permettre l'élargissement donc des saisies et des confiscations. Donc la loi, effectivement, a beaucoup aidé en cette matière et cela continue puisque à la suite de la commission d'enquête du Sénat sur le narcotrafic, en matière de saisie et confiscation, 2 mesures principales étaient préconisées: d'affecter davantage de biens confisqués aux services d'enquête et de juridiction, ce qui est le cas. On doit nettement améliorer les affectations judiciaires, on n'en a fait que 25 l'année dernière pour plus de 3000 au service enquêteur, donc ça, c'est pas suffisant. On a commencé cette année à affecter des biens à l'administration pénitentiaire, puisque c'est l'objet de la loi, ce qui est très, très utile. Donc, on est totalement en phase avec cette recommandation de la commission d'enquête du Sénat. Et puis, former davantage à la saisie des cryptoactifs, qui était une deuxième recommandation, ce qu'on s'est aussi attaché à faire pendant toute l'année 24. Dans le cadre de la loi, d'ailleurs, narcotrafic, les bénéficiaires des affectations ont encore été élargis, puisqu'ils ont été élargis à la Marine nationale qui peut saisir des navires, et les affectations sociales, je vous le disais tout à l'heure, sont désormais permises également pour les biens meubles. Donc, ce que je peux dire, c'est que on s'améliore, on prend en compte sans doute les recommandations au mieux des différentes commissions, et on applique les lois qui sont toujours vraiment à simplifier et à améliorer nos procédures. Néanmoins, si je devais faire un vœu pieux à la fin de cette audition, c'est tout de même quelques réformes qui me paraissent utiles. C'est le bon endroit, voilà, c'est pour ça, notamment législative. On a plusieurs choses qui nous paraissent très utiles, notamment en matière économique et financière. On se rend compte que des auteurs, notamment, qui sont condamnés à des confiscations, qui ont pris la fuite à l'étranger ou qu'on n'arrive pas à trouver, qui sont condamnés par contradictoire à signifier ou par défaut, c'est-à-dire non présents à l'audience, on ne peut pas mettre à exécution les confiscations parce qu'en fait, la décision ne leur a pas été notifiée. Il y a un système que nous, à la Grâce, qu'on trouve très intéressant au Luxembourg, qui consiste à publier sur le site du ministère de la Justice la confiscation afin de considérer qu'elle vaut notification et de permettre à l'auteur de faire différents recours s'il le souhaite, et s'il ne le fait pas, ça nous permet de mettre à exécution la confiscation. Oui. La question est sur le site du ministère de la Justice, ouais. ou sur le vôtre, ou sur les deux? Sur le site du ministère de la Justice. Nous, malheureusement, on ne le fait pas encore. On aimerait. Voilà. Oui, ministère de la Justice. Non, mais après, les deux pourraient être possibles. En matière de CEGIP, notamment, vous avez par exemple une publication sur le site du ministère de la Justice. On pourrait aussi le faire sur le site de la Grâce, qu'on a un site internet, ça pose pas de difficulté. Ça nous permettrait de recouvrer de recouvrer des sommes qui sont très importantes. C'était ma question. Il y a beaucoup de cas comme ça. Alors, il y en a, et souvent quand même à l'étranger, notamment pour des confiscations qui sont internationales, qu'on ne peut pas mettre en recouvrement. On doit parfois attendre quasiment la prescription. On ne peut pas indemniser les victimes. Pour nous, ça n'a pas de sens. Il nous semble que le système luxembourgeois, qui sont quand même pas particulièrement connus pour être très, on va dire, pro saisie confiscation, en tout cas, est assez efficace, puisque il va permettre de mettre à exécution des décisions qui ne peuvent pas l'être actuellement. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui nous semble intéressant. Parce que là, on est quand même dans le prototype de dispositif de mauvaise foi, je dirais. Oui. Donc, la mauvaise foi de jouer contre son auteur, pas contre les victimes. Voilà. Donc, ça, c'est une première idée qu'on peut vous soumettre. La deuxième idée, mais qui a sans doute déjà dû a dû être évoquée dans le cadre de votre commission, c'est peut-être créer une enquête post-sententielle.
pour permettre notamment la confiscation en valeur et la possibilité ensuite d'aller refaire des enquêtes sur le patrimoine des personnes dont la confiscation en valeur a été souhaitée par le tribunal. Ça permettra d'ailleurs de pallier des enquêtes patrimoniales qui n'ont peut-être pas été réalisées dans des procédures extrêmement longues, qui sont très anciennes et pour lesquelles de toute façon il y a une nécessité d'actualisation du patrimoine de l'auteur. Donc pour nous, ce serait une mesure en tout cas très intéressante. Je crois qu'il vous a été également proposé par la police nationale. Troisième peut-être mesure qui nécessite aussi une loi et qui nous paraît intéressante, c'est la possibilité de convertir les cryptoactifs au moment de la saisie, ce qui permettrait de figer dans le temps la valeur des crypto-actifs, alors pour le bien ou pour le moins bien, puisque fatalement le Bitcoin, voilà. Mais c'est vrai qu'avec les mécanismes de restitution qui peuvent être les nôtres, des bitcoins saisis en 2014 pour 180 000 € qui deviennent 30 millions d'euros en 2024, ça veut dire que l'Agrasc gère en bon père de famille pendant 10 ans des saisies qui ne seront pas confisquées, permettant à l'auteur de s'enrichir tranquillement en gardant ses cryptoactifs. On peut envisager un mécanisme où on convertirait directement les cryptoactifs à notre sens. Quatrième mesure peut-être qui peut nous sembler intéressante et qui a dû déjà vous être évoquée, c'est la confiscation pour fortune inexpliquée. Je pense que Nicolas Besson, qui est l'ancien directeur de l'agence et qui représentait la conférence des procureurs, a pu vous l'expliquer. Donc avec une confiscation d'une juridiction ad hoc qui pourrait être comme une confiscation un peu civile et qui serait là pour permettre une confiscation d'un patrimoine qui serait totalement inexpliqué. On a à transposer, et du coup la loi devra être changée, une directive saisie et confiscation. Nous avons encore 2 ans pour le faire. Parmi les mesures que nous devrons transposer, il y en a 2 qui nous semblent effectivement intéressantes et utiles. C'est d'abord le gel urgent des avoirs criminels, notamment par la plateforme d'identification des avoirs criminels de manière urgente. Et puis la deuxième, c'est la confiscation sans condamnation, notamment quand une personne est en fuite, notamment quand une personne est décédée en cours de procédure, de ne pas attendre nécessairement cette possibilité. C'est déjà prévu dans de nombreuses législations, pas encore en France, et la directive nous impose en tout cas de le faire de manière à se conformer à cette directive. Dernière peut-être... pardon ? Si l'auteur décède en cours de procédure, il n'y a pas l'extinction de l'action ? Mais si le bien, par exemple, est partagé ou qu'on puisse permettre de faire une confiscation très rapidement, ou s'il est en fuite, qu'on puisse pouvoir le faire notamment. Ouais. S'il est mort, c'est un peu plus compliqué. Non, parce que on peut le faire si notamment alors si le bien est partagé, ou alors si ça a été saisi et que c'est le produit de l'infraction. Peut-être un petit complément. L'idée de la confiscation sans condamnation, c'est la confiscation, c'est une peine. Donc effectivement, c'est attaché à une personne. Et si la personne décède en cours de procédure, théoriquement, il n'y a pas de confiscation possible puisqu'elle ne peut pas être jugée et condamnée. Donc l'idée, ce serait d'aller quand même jusqu'à devant une juridiction qui dirait que la personne est effectivement décédée à extinction de l'action publique, mais que les biens saisis sont le produit de l'infraction. C'est en cas de produit essentiellement ou d'instrument, et que ce produit ne peut pas ne pas être confisqué et sera confisqué en tant que produit malgré le décès de la personne, la fuite, l'irresponsabilité pénale aussi, en cas d'irresponsabilité pénale de la personne poursuivie. Les autres pays globalement Oui, mais on a eu un jugement. C'est pas en cours. Enfin, en cours de procédure, ça me semble un peu compliqué. Ah, c'est pas en cours. Oui, le but, c'est qu'on irait jusque devant une juridiction qui statuerait.
j'ai un problème de micro. Sur l'assiette des biens confisqués, les dommages et intérêts qui leur seraient alloués. Elles ont 6 mois pour saisir l'Agrasc. Donc en fait, l'Agrasc va rembourser les victimes à la place de l'auteur, à charge ensuite pour l'État de se retourner contre l'auteur pour récupérer les dommages et intérêts que nous avons en quelque sorte avancés sur les biens confisqués. Les victimes ont donc 6 mois pour le faire. Ça a été élargi par les législateurs. Avant, elles avaient 2 mois. Et il y a quelque chose qui nous semble indispensable, c'est que dans les jugements de condamnation, il y ait une mention obligatoire d'indiquer d'évoquer et d'indiquer aux victimes qu'elles peuvent saisir l'Agrasc afin de les informer de l'intégralité de leurs droits. C'est pas le cas actuellement. Il y avait eu un amendement lors de la loi de 2024 qui n'avait pas été pris, et ça nous semble utile pour l'information des droits des différentes victimes sur leur possibilité d'être indemnisées. Techniquement, on met l'information sur le papier bleu de notification ou d'assignation ou de comparution ou sur le jugement. Sur le jugement. Parmi les mentions à la fin du jugement, pour l'aide aux victimes, dire qu'elles ont la possibilité de se faire indemniser sur le patrimoine qui est confisqué auprès de l'Agrasc. Parce que 6 mois, c'est assez court en fait comme délai. Voilà à peu près quelles sont les mesures qu'on peut vous proposer pour améliorer en tout cas les saisies et confiscations, en vous indiquant encore une fois que les défis vraiment de notre agence, c'est encore davantage augmenter la formation et l'assistance, qui a vraiment beaucoup évolué cette année et qu'on s'attache vraiment à encore densifier, et multiplier aussi les affectations, puisqu'on considère que c'est une bonne chose pour l'ensemble des services, des collectivités, de pouvoir justement disposer des différents produits saisis et confisqués. Monsieur André Richard. Oui, une toute petite question complémentaire. La personne qui ne fuit pas, exemple que vous preniez tout à l'heure, mais qui fait fuir sa propriété. Je suis propriétaire de plusieurs Porsche. Je passe le pont de quai, je vais simplement les mettre à l'étranger. Comment vous faites ? Alors, si elles sont saisies, il ne va pas pouvoir les utiliser. C'est assez rare quand même de saisir sans dépossession, c'est-à-dire. Je le fais avant. Oui, vous faites avant. Ah ben on va faire une demande. Les juridictions vont faire une demande d'entraide à l'étranger pour aller saisir, si on arrive à identifier où elle est, la Porsche. Et si par exemple on fait une saisie sans dépossession, c'est-à-dire qu'on laisse au propriétaire la possibilité, l'entretien du bien en ne lui retirant pas et en ne le mettant pas dans un garage ou dans les scellés d'une juridiction, à ce moment-là, s'il dissipe et s'il utilise quand même son bien, on peut bien sûr le poursuivre pour une infraction de dissipation de scellés. Et question très de béotien, une décision de justice de saisie, par exemple, peut-elle porter sur des immeubles situés à l'étranger ? Oui. Bien sûr. Et donc là aussi, vous faites quoi ? Comment on fait pour... Alors en fait, ça fonctionne comme ça. Un magistrat français se rend compte dans le cadre de son enquête que une personne a investi et a acheté un immeuble avec le produit de son crime à l'étranger. Il va faire une demande d'entraide internationale aux fins de saisie. Ça va passer à un magistrat étranger qui doit, puisqu'il est souverain, autoriser la saisie dans son pays afin ensuite que le bien soit saisi. Il faut qu'il y ait une décision de justice locale. Une fois, s'il accepte la saisie puis ou l'exécution de la confiscation du bien, si elle a été prononcée par un tribunal, à ce moment-là, le pays, par exemple requis, si c'est l'Angleterre, va vendre le bien, l'immeuble confisqué sur place. Et à ce moment-là, on a des accords, on partagera la somme de la confiscation entre le pays requérant et le pays requis. En général, on essaye de faire 50-50 pour qu'on puisse, par exemple, indemniser les victimes dans un dossier en France et pour que le pays tout de même requis ait un peu de ce qui a été saisi et confisqué. Une dernière question, comment ça se passe avec les pays, notamment de l'Union européenne d'une part, mais avec d'autres pays hors Union européenne ? Lorsque l'on fait une demande de ce type, qu'est-ce que ça donne ? Alors avec l'Union européenne, ça fonctionne bien.
Dans le cadre de l'Union, on a vraiment des bonnes relations et c'est assez facilité. Il y a des pays avec lesquels ça fonctionne un petit peu moins bien, y compris pour les saisies, que ce soit des immeubles ou des comptes bancaires. J'évoquais tout à l'heure les pays du Golfe. C'est certain qu'il y a beaucoup de narcotrafiquants qui investissent aux Émirats arabes unis et c'est plus compliqué de se voir saisir et confisquer les biens. C'est d'ailleurs pour ça qu'on y va un peu régulièrement pour essayer d'améliorer les mécanismes de coopération. Et ça marche ? Ça va marcher. Et juste pour bien comprendre, alors quel est le devenir des biens confisqués ? Comment se passe après la suite là ? Alors une fois que les biens c'est vous qui organisez, oui, on organise des ventes aux enchères. Les ventes aux enchères. Exactement. Les biens confisqués, qu'ils soient meubles ou immeubles, sont gérés par nous. C'est-à-dire qu'on va un peu se comporter comme une sorte de syndic de copropriété. C'est-à-dire qu'on va, pour les immeubles, payer les charges, faire les travaux utiles, etc., jusqu'à ce qu'on vende le bien. À ce moment-là, on vend le bien classiquement avec un notaire. On peut faire aussi par le biais de ventes aux enchères en ligne. Et une fois que le bien est vendu, on récupère la somme, soit pour les caisses de l'État, soit pour la Mildeca si c'est du trafic de stupéfiants, soit si c'est une procédure de bien mal acquis. Vous savez, le mécanisme spécial de détournement de fonds publics. À ce moment-là, on va donner l'argent au ministère des Affaires étrangères pour qu'il le redonne aux populations spoliées via l'aide française au développement. C'est pas rien parce que l'année dernière, c'était 30 millions d'euros. Donc c'est quelque chose qu'on donne au ministère des Affaires étrangères sur un budget dédié. Pour les biens meubles, tout ce qui est voiture, etc., on fait des ventes aux enchères tous les jours dans des garages avec des commissaires-priseurs, avec les domaines aussi. On en fait des un peu plus exceptionnels pour mettre en valeur le travail des enquêteurs et des magistrats. On en a fait une hier, par exemple, à l'École nationale de la magistrature à Bordeaux. On essaie de trouver des lieux un peu symboliques où on a organisé une vente aux enchères. Comme ça nous permettait de faire à la fois de la formation des jeunes magistrats qui vont comprendre concrètement à quoi ça sert de saisir et confisquer, et puis de mettre en valeur le travail des enquêteurs et des juridictions en vendant les biens qui sont saisis pour que ça rapporte au budget de l'État. Et hier, la vente, par exemple, a rapporté près d'1 million d'euros, dont une grande partie va aller aux victimes, puisqu'en fait, il y avait beaucoup de biens qui provenaient de proxénétisme et de traite contre les êtres humains. Et à ce moment-là, l'argent est reversé à des associations de lutte contre ces infractions. Donc on essaye vraiment, par les ventes aux enchères, d'avoir aussi une dimension un peu, alors d'abord pédagogique et aussi un peu visible pour mettre en valeur le travail des uns et des autres. Mais par contre, alors si j'ai bien compris, pour les cryptoactifs, ouais. Là pour le coup, c'est le wallet, c'est transféré vers un wallet de la Caisse des dépôts et consignations. Oui. Et là, comment on revalorise ces cryptoactifs ? On a déjà organisé une vente de cryptoactifs, voilà, en 2021, je crois. Ouais, voilà. Et là, on va essayer d'en refaire d'autres pour permettre de vendre des cryptoactifs, parce que vous avez parfaitement raison. Par essence, les cryptoactifs n'étant pas de l'argent, ça ne va pas dans les caisses de l'État. Donc nous, on voit bien l'intérêt de valoriser ces cryptoactifs en les vendant. Alors on les vendra au cours, bien évidemment, du crypto. On ne va pas les vendre plus cher, on ne va pas faire de bénéfices, mais on essaie justement d'organiser et on est en cours de réflexion justement sur un marché public pour nous permettre de vendre des cryptos. En sachant que certains des cryptos ne sont pas vendables, selon nous, parce qu'on ne veut pas les remettre sur le marché. Il y a des cryptos qui sont vraiment dédiés au blanchiment d'argent, comme les Monero, par exemple. Et donc ceux-là, on ne va pas les remettre sur le marché. En revanche, les bitcoins, les Ethereum, c'est des cryptos que tout le monde peut avoir. Et donc, on va essayer d'organiser des ventes, parce que 90 millions d'euros de cryptos, c'est pas rien, effectivement. On aimerait les avoir dans les caisses de l'État. Vous êtes ici, madame, dans la salle de la commission des finances et vos paroles sont d'or. Écoutez, tant mieux. Parfait. On est content de contribuer. C'est quand même assez vertueux et c'est très satisfaisant pour les magistrats que nous sommes de se dire que c'est vraiment utile. Et c'est vraiment utile au bien commun. On aide les victimes, on aide les collectivités, on peut aider à donner un petit peu au budget de l'État. C'est vrai que pour un service, c'est très, très satisfaisant. S'il n'y a plus de questions, je vous remercie beaucoup pour cette audition très, très intéressante et très complète. Merci beaucoup. Merci, Madame la rapporteure. Merci, messieurs.